Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo théorie, voire fanfiction en même temps pour rendre la théorie un peu plus vivante. Elle sera divisée en deux parties. La première partie, la partie théorique, et la deuxième partie, un peu histoire art sous forme d'une fanfiction, quoi, pour éviter et de l'incompréhension et rendre ça plus agréable. Comme pour les autres vidéos, pour le moment, vous pouvez regarder cette vidéo en mode podcast. J'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo est centrée sur l'origine des Pokémon surpuissants. Tout d'abord, que sont les Pokémon surpuissants? Il s'agit tout simplement des Pokémon avec un insigne surpuissant. À l'heure actuelle, en dehors de Mew, qui a pu le débloquer en affrontant Mewtwo, et Mewtwo lui-même, il n'y a eu que des Pokémon starter qui ont eu des insignes surpuissants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient les plus aptes à capter l'énergie ou à s'adapter à cette énergie possible, vu qu'on sait que les Pokémon starter et leur forme finale ont toujours été un peu spéciales, vu qu'ils font partie des Pokémon les plus rares. Limite, il y a des moments où j'ai envie de les classer en légendaire ou en semi-légendaire, car en dehors de un jeu ou certaines versions, ils ne sont capturables qu'en une fois. Oui, bon, c'est un peu cassé avec le DLC des cartes latte et violet où on peut les retrouver en plus nombreux. Donc bon, c'est pas vraiment valable, mais bon, après, c'est peut-être aussi un peu la nostalgie à ce sujet. Ou un faux souvenir qui rend un peu erroné les choses. Mais bon, peu importe. Revenons à nos moutons. Quelle est l'origine des Pokémon surpuissants? Vous vous rappelez au début du jeu, quand on a trouvé Koraidon pour Pokémon Écarlate, ou Miraidon pour Pokémon Violet, ou encore la vidéo sur YouTube qui nous présentait le combat entre Mew et Mewtwo? Et si je vous disais qu'on pouvait connecter tous ces événements entre eux, tout simplement avec Terrapagos, le Pokémon Terra Crystal, aussi appelé le trésor enfoui de la zone 0. Les professeurs de chaque version, qui sont pour rappel Turum et Olim, faisant respectivement allusion au passé et au futur, ont fait des recherches aux grandes dames de leur enfant, Pepper, afin de résoudre les mystères de la zone 0. Sauf qu'à un moment, une catastrophe s'est produite. Et on a pu assister à l'avènement, enfin apprendre plus tard en allant dans la zone 0 grâce à l'intelligence artificielle des professeurs qui ont été créés par eux-mêmes à leur image et à leur caractère. Sans doute grâce à la machine qui devait être alimentée par l'énergie Terra Crystal, sans doute elle-même connectée à la zone bien qui était plus en dessous où on est allé à la fin du DLC avec Cassis et Roseille, où on a trouvé Terrapagos. Sauf qu'on ne sait pas forcément à quel moment le professeur il est mort. Est-ce qu'il est mort en faisant face au Pokémon type stellaire? Ou encore ce qui expliquerait aussi pourquoi quand on arrive dans cette zone-là, les parties sont scellées. Imaginons que les professeurs aient fini par trouver où se trouvait Terrapagos et ont essayé d'y aller. Sauf que pour se protéger, les Pokémon au type Terra stellaire sont arrivés. Et l'ont repoussé. C'est pour ça qu'il devait trouver une solution pour pouvoir y aller. Et qu'il est allé chercher des Pokémon dans le passé ou dans le futur. C'est là qu'entre en scène les Pokémon Paradox. Cependant, une catastrophe a fini par se produire
une surcharge de la machine, la colère des Pokémon Paradox qui se ont fait qu'arriver en plus grand nombre dans la zone 0 d'Écarlate et Violet et ont fini par s'échapper et à travers la zone 0. Mais bizarrement, ils ne sont pas remontés jusqu'à la surface. Pourquoi? C'est là qu'apparaissent les Pokémon Paradox légendaires qui ont dû les stopper. Sauf que, est-ce qu'ils étaient vraiment seuls pour les stopper? Oui, parce que il reste quand même basé sur des Pokémon légendaires qui sont assignés à un rôle de protecteur. Entei, Suicune et Raikou et par extension leur équivalent Paradoxe, Ire de Foudre, Feu Perçant et Serpent d'eau, tandis que leurs équivalents de l'autre côté de la branche sont Ver de Fer, Roc de Fer et Chef de Fer, faisant allusion à Viridium, Terrakium et Colbatium, qui sont quand même assignés à un rôle de protecteur au niveau des Pokémon, voire aussi un peu des humains. Car je me rappelle de cet épisode Pokémon il y a longtemps où il avait été dit par exemple que Ho-Oh a mis fin à une guerre opposant les humains aux Pokémon et que quand il est parti, qu'il a coupé les ponts avec les humains, il a chargé les trois Pokémon qu'il a ramenés à la vie à veiller sur cet équilibre. Tandis que Colbatium, Terrakium et Viridium, eux, sont plutôt connectés à la justice. Et quand on regarde du côté par rapport au Lord animé avec Keldeo et Kyurem, ils sont en quelque sorte les gardiens et même par rapport au manga, les gardiens, eux, de la relation des Pokémon et des humains, mais à on pourrait même dire qu'ils ont le même rôle qu'ont Entei, Suicune et Raikou à Johto. Oh, mais voilà, avec quelques différences quand même. Et on pourrait les raccrocher même à Kyurem et le dragon original. Il veillerait à ce que Kyurem n'attaque pas les humains lors de son état de coquille vide. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Supposons que ils aient réussi à repousser l'attaque, sachant qu'il y a aussi Koraidon et Miraidon à prendre en compte, qui ont eux aussi dû participer au combat, sauf qu'on sait qu'il y en a eu deux. Donc l'un des deux est le responsable de la crise. Quand on peut supposer que sur une timeline où les deux camps se coalisent en même temps, et là on verra que ce sera Miraidon qui sera là en cause de la mort du professeur en question, tandis que Koraidon s'échappe dans Paldea pour aller chercher des renforts, mais on le retrouvera gravement blessé, ou Koraidon qui est responsable de leur mort et Miraidon qui s'échappe en nous avertissant de Paldea, tandis que les 6 Pokémon Paradox en question ont pour rôle de mettre fin à cette guerre opposant les Pokémon du passé et les Pokémon du futur. Dans le jeu de cartes Pokémon, on met bien en avant la collision entre le passé et le futur dans la zone 0. Cependant, l'énergie de ces combats a été telle qu'il a fallu la rediriger. Arrive alors sans doute le combat Mewtwo qui a découvert ce qui se passait dans la zone 0. Alors c'est là où on a plusieurs types de Mewtwo. Le Mewtwo de fou de combat, le Mewtwo qui aime les combats mais qui reste sage un peu limite, on va faire simple. On a le Mewtwo de l'anime qui n'a pas forcément totalement le même caractère que dans les mangas ou dans les différents, et qui a encore un caractère différent que dans les meilleurs jeux. Suffit qu'il aille trouver Mew là-bas dans la zone 0 et qu'il ait voulu l'affronter. Cependant, ça a amplifié la catastrophe.
des Pokémon Paradoxe. Donc en essayant de réparer les choses, ils ont fini par réveiller Terrapagos. Bon, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Du coup, la catastrophe provoquée par Miraidon et Coraidon engendrant la mort du professeur Tourou ou du professeur Olim, voire des deux professeurs si on prend une timeline commune, avec en conséquence le Pokémon légendaire de la version qui s'est échappé, Coraidon ou Miraidon, pour tenter d'avoir des renforts, mais gravement blessé. Il atterrit sur une des plages de Paldea. On a alors une bataille guerre dans la zone 0 opposant les Pokémon du passé aux Pokémon du futur. Pour calmer les choses, c'est là où on voit Mewtwo et Mew intervenir. Je trouve que c'est plus drôle de les faire intervenir avant. On émet l'idée de mettre fin au combat. C'est alors qu'ils trouvent eux-mêmes Terrapagos pour faire en sorte qu'il y ait un peu de calme dans cette zone. Et c'est là où Mew utiliserait Morph-Ingo pour présenter des Pokémon adéquats à la situation pour que les Pokémon Paradoxe du passé et du futur puissent vivre à peu près en paix. Cependant, à ce moment-là, Mew avait décidé d'être joueur et a lâché les Pokémon Starter sous leur forme max. Forme évoluée au maximum. Donc Terrapagos, qui était endormi comme dans un rêve, qui pensait à eux, les a libérés. Sauf que ils étaient eux-mêmes sans forcément trop eux-mêmes, car ils pensaient que Mew et Mewtwo étaient des menaces pour la zone 0. Alors ils ont affronté Mewtwo qui les a battus. Sauf que Mew a dit, attends, t'es pas obligé d'aller trop loin non plus. On peut les laisser tranquilles. Et voilà, l'énergie de ces combats de Terrapagos a été absorbée lors de leur création ou lors de leur combat par Mew, Mewtwo et les Pokémon Starter, amplifiant la chose, le côté dangereux, enfin le côté surpuissant, etc. Mais la question qui me reste à l'esprit, c'est pourquoi que des Pokémon Starter? Je pense que c'est à ce que je disais en début de vidéo, où on revient à leur côté unique. Passons à présent un peu à la version fanfiction pour rendre ça plus agréable. Guidé par les livres Écarlate et Violet, le professeur Torum et Olim finirent par trouver une sous-zone dans la zone 0 où pouvait se trouver Terrapagos, le Pokémon légendaire. Ils décidèrent donc d'aller voir et explorer les choses. Cependant, ils ne trouvèrent pas Terrapagos tout de suite, jusqu'au moment où ils repensaient au cristal qui ressemblait à un pendentif caché dans la glace. Ils tentèrent de le récupérer, mais des Pokémon avec une couronne spéciale qu'ils n'avaient jamais vue auparavant apparurent. C'étaient les Pokémon hautes allures de Terra Crystal. Tentant de les affronter avec leurs propres Pokémon Terra Crystal, ils ne firent pas le poids et décidèrent de se retirer. Plutôt que de les suivre, les Pokémon stellaires créèrent des blocages dans cette zone pour éviter qu'on revienne jusqu'à Terrapagos afin qu'ils soient en sécurité. Cependant, les professeurs n'étant pas satisfaits que leurs recherches furent interrompues, ils décidèrent de partir dans le passé et dans le futur afin de trouver des Pokémon capables de les battre. Ils trouvèrent alors tous les Pokémon Paradoxe que l'on connaît aujourd'hui, du passé et du futur. Dans un premier temps, ils se concentrèrent par ceux du passé et réussirent à amener un fort ivoire, Hurle-Queue, Fongus Fury,
Flotte-Mèche, Rampelle, Pelage Sablé, mais un Rugilune les suivit, et discrètement. Sentant une menace par rapport au passé et hors de Pokéball, Coraidon se joint aussi à la partie. Il se cachait, les Pokémon Paradoxe non légendaires furent attrapés, tandis que Coraidon gardait à distance un œil et que Rugilune partit explorer la zone 0. C'est alors que les deux professeurs décidèrent d'aller dans le futur, récupérer des Pokémon de cette timeline, et ils purent ramener Roue de Fer, Hotte de Fer, Pomme de Fer, Tête de Fer, Mur de Fer, Épine de Fer. Un garde de fer intrigué par ce qui se passait finit par les suivre à son tour et partir explorer la zone 0. Miraidon, qui regarda ce qui se passait, apparut devant les professeurs en mode amical pour mieux les comprendre et faire ami avec eux. Cependant, les choses ne se passèrent pas rapidement, pas comme prévu. Car dans une des grottes de la zone 0, un combat acharné commença entre Garde de Fer et Rugilune. Ce fut le début de la catastrophe, qui libérèrent les Pokémon Paradoxe du passé et du futur qui étaient stockés dans chacun des 4 laboratoires, en séparant à la fois le passé et le futur. Mais il était trop tard, ça avait commencé. Coraidon, furieux de la tournure des événements, attaqua les professeurs et Miraidon tenta de les protéger. Cependant, le drame se produisa et les professeurs moururent. Miraidon comprit alors la menace et, couvert par les IA du professeur, partirent à l'extérieur, mais fut gravement blessé par Coraidon et les différents Pokémon Paradoxe se trouvant déjà dans la zone. Ils finirent par arriver à la surface et à tomber sur une plage où le dresseur que l'on incarne dans les jeux fut trouvé. Retournons à présent dans la zone 0, où les IA du professeur réussirent à faire ami-ami avec Coraidon, montrant qu'il n'était pas si malveillant et qu'il voulait protéger cette paix aussi factice qu'il soit. Les professeurs ne comprirent pas tout de suite ce qui l'avait poussé à attaquer, mais ils firent des recherches et finirent par le trouver. Cependant, il fallait trouver un moyen de mettre fin à la guerre opposant les Pokémon du Paradoxe du passé à ceux du futur. Aidés de Coraidon, ils finirent par partiellement calmer les choses, car tous se retournèrent contre eux. Et c'est alors que Coraidon, qui avait contacté et trouvé Terrapagos, laissé par les Pokémon Terra Stellaire, communiqua avec lui dans ce sommeil, qui envoya du renfort afin de mettre fin à cette bataille-là et faire en sorte qu'une sorte de paix ou de trêve se forge. Terrapagos envoya alors Serpent d'eau, Feu perçant, Ire de foudre, Ver de fer, Roc de fer et Chef de fer en renfort. Et alors la bataille fut calmée. Les Pokémon Paradoxe du passé et du futur se séparèrent, chacun de leur côté. Quelque temps après, un nouvel événement arriva. Le personnage que l'on incarne finit par revenir avec Miraidon, qui, comme
qui est apeuré par rapport à Koraidon et par rapport à ce qui s'est passé. Koraidon fera tout pour avec les IA du professeur pour lui redonner son courage. Et ainsi se produisent les événements que l'on a dans le jeu. Et notre dresseur capture aussi Koraidon. Enfin, fait ami avec Koraidon avant de le relâcher dans la zone 0. Oh. C'est un... Oh, mais pas tout de suite, car il avait encore des aventures à vivre. Le surplus d'énergie relâché par le combat qui avait opposé et Miraidon et Koraidon une nouvelle fois fut de nouveau absorbé par Terrapagos, le Pokémon Terra Crystal, qui commença doucement à se réveiller. Et il laissa Lala exploser en laissant partir ce surplus d'énergie. C'est alors que, jaillissant du ciel après que les dresseurs soient partis, Mew, qui était accompagné de Mewtwo pour explorer le monde, afin qu'il découvre et qu'il en apprenne plus sur celui-ci, finit par arriver dans la zone 0. Où ils virent des Pokémon, Paradox et tout ça. Mewtwo les affronta tous pour satisfaire sa curiosité et voir ce qui valait. Cependant, au fur et à mesure de ces combats, il absorba, à cause de son côté instable d'énergie, une partie de l'énergie de Terrapagos et devient le premier Pokémon surpuissant. Ou Pokémon dans les jeux avec l'insigne surpuissant. Les starters, cependant, ils n'arrivaient plus à en contrôler. Mew n'était pas encore là sur la chose. Les Pokémon légendaires de la zone irent de foudre. Feu perçant, Serpenteau. Ver de fer, Roc de fer et Chef de fer intervinrent pour essayer de pour l'aider à se contrôler son énergie, mais il n'y parvint pas et les battus, poussant 6 Pokémon à battre en retraite. C'est alors que les starters de Paldea et d'autres régions apparurent à leur tour pour l'affronter, mais tous furent battus. C'est alors que Mew, qui avait enfin compris ce qui se passait, se rapprocha et absorba lui aussi de cette énergie en affrontant Mewtwo. Et il devient à son tour un Pokémon surpuissant. Ils furent alors tous les deux connectés à Terrapagos, grâce à qui ils transférèrent une partie de leur énergie aux starters Pokémon de chaque génération, ce qui leur redonnèrent à chacun un insigne surpuissant. Sauf que, on pourrait dire que ça s'arrête là, mais ce ne fut pas vraiment le cas, car ce combat sera connu comme le début de catastrophe dont on nous parle dans les jeux Pokémon des violets au niveau du disque indigo, quand l'instabilité se fait sentir juste avant que notre dresseur doive y retourner une deuxième fois pour voir ce qui se passe et trouver par la même occasion Terrapagos. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin du jeu, Terrapagos se rapprocha de nous, parce qu'il nous avait reconnus par rapport au moment où on avait affronté Koraidon et Miraidon et ramené et consolidé la paix dans la zone 0. Et il savait aussi qu'on était déjà revenu régulièrement dans celle-ci pour attraper et faire ami avec des Pokémon Paradox. Ce qui fut pas indiscret aux yeux des chefs, aux maîtres de ligue de Paldea. Voilà, vous savez à peu près tout pour les Pokémon Paradox
enfin et les Pokémon aux insignes surpuissants. Ceci n'est qu'une théorie un peu plus consolidée. Après, oui, elle a des défauts, elle ne sera pas parfaite. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo d'aussi voir ça comme une sorte de fanfiction pour profiter un peu de l'histoire. Et en espérant que cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. Ça me donnera encore plus envie de m'améliorer, de faire de meilleurs montages. Et si vous voulez que ce soit un peu plus illustré ou autre, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo qui sera sur le Shonen Jump par rapport à Dragon Ball et Boruto, Two Blue Vortex, les chapitres de ce mois-ci. Avec une petite théorie pour Boruto. Pareil pour Dragon Ball, tiens, par la même occasion, ça sera intéressant. Merci à tous et à bientôt.